Vous écoutez Pierre Nantel. Qui parle du temps des fêtes parle de carte de crédit. Qui parle de carte de crédit parle de taux d'intérêt. Et on parle donc d'économie. Fait que quand on arrive à cette période de l'année, c'est bon de s'assurer qu'on a vraiment bien évalué ce qu'on a dans notre compte en banque. Sinon, ça va cogner au mois de février quand le compte va arriver par la poste. C'est pour ça que je suis content qu'on ait la chance de parler avec un gars comme Fabien Major, qui est planificateur et chroniqueur financier. Est-ce que Fabien est avec nous? Fabien est sur le bord de se brancher. Puis je sais qu'il va vouloir nous parler certainement de la bourse américaine parce que la bourse a planté et on sait que Donald Trump s'attribue toutes les belles choses qui peuvent arriver dans le monde. Puis les mauvaises choses comme celle-là, il ne se les attribue pas. Et pourtant, il semble être relié un peu à tout ça. C'est la Réserve fédérale américaine qui a baissé ses taux directeurs. Les taux directeurs, on parle de ça des fois. C'est comme, par exemple, je me souviens, quand j'étais plus jeune, dans les journaux, les actions à la bourse, c'était comme les pages qu'on sautait. Puis encore aujourd'hui, quand on arrive aux nouvelles, on écoute le bulletin de nouvelles, je connais pas grand monde, moi, qui font comme « Ah, le Dow Jones, le Standard & Poor's a augmenté de temps. » Mais ça a des incidences énormes, entre autres, sur les taux d'intérêt. Puis les taux d'intérêt, ça a une incidence énorme sur la nôtre parce que quand tu arrives au mois de février, puis que la carte de crédit va être à 2000 $, puis qu'on ne saura pas quoi faire, tu as intérêt à payer tout de suite parce que tu te retrouves avec un taux d'intérêt pas de 2,75 ou 3,75. Il faut demander à Fabien Major, c'est combien un taux d'intérêt moyen sur une carte de crédit, Fabien? C'est dans les 20%, mon cher. C'est assez élevé, merci. Ça cogne. Et si je me trompe pas, si tu payes pas ton compte intégralement, le taux s'applique à la date d'achat de chaque chose. Ça se peut-tu? Exactement. Imagine. Exactement. Alors, il faut payer rubis sur l'ongle. Et c'est le début, je pense, d'une spirale infernale quand on commence à sauter des paiements. Puis là, le taux d'intérêt est vraiment très important. Mais c'est un mystère de l'humanité. Je me demande comment ça se fait que les taux directeurs sont si faibles et il y a un tel décalage avec les cartes de crédit. Je me demande comment c'est permis, finalement. Absolument. Il y a des pays où c'est plafonné, d'ailleurs. Mais ça se passe pas aux États-Unis. Tu voulais me parler, donc, de la Réserve fédérale américaine qui a baissé ses taux directeurs, puis ça affecte pas les cartes de crédit. Non, vraiment pas. Mais ce taux-là, donc, il a baissé. Qu'est-ce qui est ironique, là, c'est qu'on baisse les taux d'intérêt. En soi, c'est une bonne nouvelle, mais les marchés culbutent jusqu'à 4%, dépendamment des indices. Là, c'est sûr que le Nasdaq, celui avec les sociétés technologiques, où il y en a vraiment quand même un fort pourcentage, plus de 40%, lui, dégringolade, moins 771 hier. Alors, c'est le ton. C'est souvent les annonces comme ça de taux, faut surveiller le langage, faut surveiller les petites lignes et les virgules, les silences de Jerome Powell sont analysés. Et hier, on a conclu qu'en 2025, donc, on allait appuyer un peu sur le frein. C'est-à-dire que il y aura pas autant de baisses de taux d'intérêt qu'escompté. On aura peut-être 2 baisses de taux. Mais ce changement de discours, alors qu'on attendait 4 baisses de taux pour 2025, laisse présager qu'on craint que l'inflation reparte à la hausse. Okay. On en a parlé déjà que les politiques de tarifs douaniers de Donald Trump peuvent entraîner de l'inflation sur le territoire américain. Le marché, c'est exactement ce qu'il dit. J'ai l'impression que ça va jeter une douche froide dans les conversations de corridor, les discussions avec les principaux conseillers de Donald Trump, parce qu'on en a parlé aussi. Son baromètre préféré, c'est la bourse. Et si la bourse baisse en attente de politique, l'application de politique de Donald Trump, évidemment, pour lui, c'est un mauvais sondage. Et puis, l'inauguration n'a même pas eu lieu encore. Le président, il sera nommé officiellement. Il est nommé, mais il sera officialisé dans ses fonctions que le 20 janvier. Et déjà, les marchés s'attendent un peu au pire. Donc, la lune de miel depuis début novembre entre Trump et les marchés financiers, on dirait que ça s'estompe. Et d'ailleurs, je me souviens pas où j'ai entendu ça, mais il paraît que dans son fameux livre qu'il avait publié, The Art of the Deal, je pense que c'est avant qu'il fasse la télé, si je me trompe pas, puis donc avant qu'il soit politicien, évidemment, il évoquait déjà que les tarifs, là, il fallait protéger l'Amérique puis imposer des gros tarifs sur les importations, ce qui est en soi une mécanique très simple. Là, je veux dire, n'importe qui se dit, ça serait mieux qu'on soit autosuffisant. On l'a bien vu quand on cherchait des masques sur les tarmacs d'aéroports en Chine. Je veux dire, le fait de dépendre d'importation, c'est problématique. Puis le fait aussi d'aller toujours au moins cher, ça fait qu'on envoie les emplois ailleurs. Mais cette approche-là est pas d'hier. Et là, aujourd'hui, ça y pète au visage parce qu'il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui évoquent que c'est hausser ces tarifs-là. Ça va avoir un impact sur le prix des choses aux États-Unis, sur des produits qu'on pense américains, mais qui sont remplis de produits canadiens.
C'est sûr, mais ce sont des Américains qui ont décidé de faire des cravates, des boutons de manchette, même à l'effigie de Trump en Chine. Ça, c'est une invention américaine de tout faire du outsource. Oui, c'est très drôle. Des boutons de manchette à l'effigie de Trump faits en Chine. Hey, ça, c'est drôle. Exactement. Mais lui, il le fait, il a le droit. C'est pour payer moins cher et les revendre plus cher. Ouais. Il a vendu en 2024 un paquet de gogos de toutes sortes à son effigie. La grande quantité de ces objets-là n'était pas faite aux États-Unis. Alors, quand on demande aux gens d'affaires où vous voulez faire fabriquer vos objets, aux États-Unis ou ailleurs, ils vont dire là où c'est le moins cher. Et c'est pas aux États-Unis. Alors, en soi, si c'est le désir des Américains, soyons libertariens jusqu'au bout puis laissons la liberté aux gens. Mais lui, il regarde les chiffres, il dit subventionne le Canada à 100 millions par année. Non. C'est vouloir le beurre du pétrole. Et l'argent du beurre, ça, que de dire ce genre de comportement-là. Alors, mais ici, on est politiquement. Ben oui, je comprends. Ben oui, puis cette courte vue là, c'est ça qu'on paye actuellement à Ottawa. Tu voulais aussi me parler justement de la banque Toronto Dominion là, qui règle un recours collectif de 70 millions. Oui, exactement. Et puis, ce recours collectif, lorsqu'on lit ça, on voit les gros chiffres, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mon argent, est-ce qu'il s'entend en danger avec la Banque Toronto Dominion? Absolument pas. C'est que il y a une division de la banque qui administre des placements, des fonds communs de placement que plusieurs d'entre nous ont dans les REER, dans les CELI. Alors, les fonds communs de placement, il y en a comme 2-3 catégories. Il y a une catégorie avec des commissions de suivi. Et ce qu'on a reproché à la banque et à bien d'autres institutions, c'est de verser à des firmes de courtage à escompte, celles où ce sont les investisseurs qui sont autonomes et qui choisissent eux-mêmes leur placement. Quelqu'un choisissait, par exemple, un fonds TD et il y avait un versement de commission à la firme de courtage à escompte, alors que ça, c'est réservé à ceux qui donnent des conseils. Comme la firme de courtage à escompte ne donne pas de conseils, c'est l'individu qui choisit ses placements. Il y avait comme des paiements en dessous qui se faisaient et l'investisseur n'était pas vraiment au courant, mais il payait des frais de conseil alors que lui n'en a pas besoin ou n'en veut pas. Bien sûr. Mais, ouais, et si je parle de ça, Pierre, c'est que ça ouvre une certaine porte, je pense, à une réforme à la grandeur du Canada quant aux commissions de suivi dans les fonds de placement intégrés. Puisque des fois, les gens qui font affaire avec une institution se disent, OK, ça coûte 1,5, ça coûte 2,5 de frais de gestion, mais il y a une partie conseil dans ces frais-là. Ben oui. Et si une personne juge que dans son année, d'avoir eu juste un appel téléphonique en lui rappelant que les REER, ça se termine le 1er mars, est-ce que ça vaut ça conseil qui vaut? Ben non. Mais c'est drôle parce que les choses ont tellement évolué. Moi, quand j'étais petit, j'avais un compte à la Caisse populaire, puis on me disait, si tu prenais un dépôt, un certificat de dépôt garanti, un CPG, là, c'était fantastique. Puis après ça, à un moment donné, on m'a offert d'aller à la bourse. Je me souviens, j'ai moi-même acheté, on m'a donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, telle compagnie, j'ai acheté des actions, puis ça a été payant, puis j'étais content. Puis après ça, je me suis retrouvé dans un service de placement, puis en bout de ligne, je ne choisis plus rien de ce que j'achète. J'achète donc des fonds communs de placement, puis effectivement, là, il peut s'appliquer une forme de frais de gestion, mais quand tu choisis de toi acheter des actions d'une compagnie quelconque, tu ne devrais pas avoir de frais à payer, même cachés. Non, effectivement. Puis aujourd'hui, la mode qu'on voit, c'est que quand on achète des fonds négociés en bourse ou même des actions, il n'y a plus de frais du tout. Puis je dévoile un petit mystère, un mystère de la Pentecôte aujourd'hui, là, c'est que en ce qui concerne les transactions comme ça sans frais, les gens se disent oui, mais comment ils réussissent à gagner? C'est sûr qu'il y a des moyens de gagner des forts montants. Dans les firmes de courtage à escompte, on peut faire des gains important avec le changement, le taux de change entre les devises. Ouais. On peut prendre un différentiel et avec ça, on fait des sous. Également, dans certains cas, on pourrait prêter des titres, mais il faut vraiment avertir l'investisseur. Si on prête, ses actions, il y a un risque pour le capital, ça rapporte des revenus. Pardon? Mais ça comporte aussi un risque de ton capital si on prête. Non, parce que la firme, elle est bien responsable de toute perte et des compenses, là, mais ils font des revenus avec les actifs qui sont sous la garde dans des comptes de courtage. Ça c'est certain. Alors non, c'est un peu comme le casino, la banque ne perd pas. Mais
moi, je dois dire en tout cas que, en tant que, moi, je suis pas une personne qui a beaucoup d'épargne, mais je dois dire que de plus en plus, combien de fois j'ai reçu, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je peux dire qu'il y a 10 ans, là, je recevais régulièrement là, des catalogues, ça d'épais, des procès-verbaux d'assemblée d'actionnaires, tout ça, puis je ne savais même pas de quoi ça retournait. Ultimement, de temps en temps, je l'ai fouillé, puis oui, c'est vrai, j'ai dans un fonds Liberty Funds avec... C'était épouvantable comment le produit n'était pas ajusté au fait que c'est un consommateur qui n'y connaît rien, qui est titulaire d'un portefeuille, puis on y envoie des affaires comme s'il était actionnaire, puis qu'il allait potentiellement se rendre à l'Assemblée des actionnaires pour voter. Ça n'arrivait pas. Aujourd'hui, on est rendu quasiment, je trouve, à un désert d'informations. C'est peut-être parce que on me l'enverrait électronique et je ne le reçois pas, mais c'est un peu à l'autre, le balancier est à l'autre bout, non? Un peu, oui, parce que les consommateurs se sont plaints avec raison que l'information était trop volumineuse. Oui. Et si on recevait un prospectus d'un fonds d'investissement, c'était gros comme le bottin de Tokyo. Alors ça, on a voulu rapetisser. Et aujourd'hui, c'est le contraire. On appelle ça l'aperçu du fonds. C'est un document sur 1 page et demie. Ça donne le risque. On a le frais de gestion. Qu'est-ce que ça contient? Qui sont les administrateurs? Les incidences fiscales? Et puis, c'est quoi le pire rendement, le meilleur rendement? C'est très synthétisé. Et on dit, si vous voulez des renseignements additionnels, vous voyez le lien ici, cliquez. Évidemment, il y a pas beaucoup de gens qui cliquent là-dessus, mais c'est ça. L'information a été diminuée parce que on est assailli avec toutes sortes de renseignements. Mais évidemment, ce sont des mises en garde, ce sont des documents juridiques là, pour protéger des fois l'investisseur. C'est très important. Après ça, tu peux pas dire, je le savais pas. Tu l'as reçu l'information, mon vieux. Mais Fabien, en terminant. Est-ce que c'est encore... Je te pose la question parce que ça fait longtemps que j'ai exprimé ça à une personne de finance. Est-ce qu'on peut encore choisir un placement en fonction, mettons, de notre intérêt pour la culture ou l'économie verte, moins de décarboner notre économie? Est-ce qu'on peut encore acheter des fonds qui ont des saveurs éditoriales comme ça, au-delà du rendement? Oui, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a même, par exemple, on peut acheter un fonds qui respecte les normes de la charia. Ça va aussi loin. Au niveau culturel, au niveau, évidemment, de l'économie durable, au niveau des politiques pour le climat, tout ça, il y en a une panoplie. Je pense qu'on est rendu à près de 20 000 fonds d'investissement au Canada. À saveur éditoriale comme celle-là. Et là là. Oui, il y en a de toutes sortes. C'est un monde qui évolue. Faut que je suive la route. Bye. Merci beaucoup, Fabien. À demain. À bientôt. Bye.